Le FMI, le Fonds monétaire international, qui enjoint donc la France à poursuivre ses efforts budgétaires. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Les auteurs de cette mission du FMI nous disent que l'économie française a fait preuve de résilience en dépit d'une forte incertitude. Je me dis que c'est déjà un bon point, ça. Non, non, ils sont polis, ils attaquent pas du tout frontalement le gouvernement. Et d'ailleurs, moi, ça fait des années que je suis ce rapport annuel du FMI sur la France. Il se caractérise toujours par un ton quand même très, voilà, qui est plein d'empathie pour le pays. Je pense que les économistes du FMI passent beaucoup de temps à Bercy, où nous avons des hauts fonctionnaires formidables qui ont une grande capacité de conviction et qui, chaque année, arrivent bien vraiment à les convaincre de la volonté de la France de réduire sa dette. Donc le ton du rapport reste très courtois et ne se veut pas alarmiste, mais entre les lignes, quand même, Oui. justement par rapport à l'année précédente, on voit bien que ça s'est quand même un peu durci. Euh, Bon, s'agissant de la soutenabilité de notre dette et nos déficits, le risque à court terme est gérable, nous dit le FMI. Tout à Est-ce que fait. quelque part, Anne, ça crédibilise pas un petit peu l'objectif de 5,4% de déficit du gouvernement pour cette année? Oui, le FMI d'ailleurs dit que pour cette année, il croit volontiers au 5,4% pour 2025, Le déficit. mais pas de déficit public. Mais en revanche, il s'inquiète très fortement, et là on va rejoindre la conversation que vous aviez avec John tout à l'heure, pour 2026. Donc le FMI dit, bon, les 5,4, c'est tout à fait possible, donc pas de risque à court terme. En revanche, et ce qui est amusant, donc il soutient la trajectoire affichée par le gouvernement, l'idée de baisser tranquillement jusqu'à 3% en 2029. Ça, blanc-seing parfait, qui est excellente idée du gouvernement, on est tout à fait d'accord. Mais le FMI, comme nous tous, je pense, s'interroge sur la manière dont le gouvernement va y Ouais. arriver, Et d'ailleurs, va là, atteindre. pour le coup, les mots sont intéressants. Je lis, hein, des efforts budgétaires supplémentaires significatifs seront cruciaux, ce qui nécessitera des mesures décisives et des décisions difficiles. Cruciaux, Euh, décisifs, difficiles. Pardon, Bon, mais c'est une donc, manière on a compris que, un, déjà, c'est 2026 qui est en ligne de mire, de... et que ça ne va pas être une partie de plaisir, hein. Tout à fait. Mais là-dessus, il faut reconnaître que le gouvernement en a conscience, hein. Vous savez, François Bayrou a ouvert en avril une espèce de grande réflexion sur le budget 2026. Il doit rendre sa copie le 15 juillet. Bon, ça n'a pas tellement avancé depuis, David, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Il y a eu cette tentative de faire un référendum pour emporter l'adhésion des Français, que le président a assez rapidement étouffé. Bon, entre-temps, les sénateurs républicains se s'agacent et disent qu'ils vont eux-mêmes présenter leurs possibles économies en juin. Mais oui, reconnaissons au gouvernement, il ne fait pas semblant que l'échéance 2026 va être facile. Il y a vraiment tout un décorum autour de ces discussions. Et le FMI, quelque part, il dit simplement, bon, bah, très bien, vous avez compris que ce serait compliqué, qu'il faut baisser la dette, mais que faites-vous? C'est un petit coup de pression pour dire, qu'allez-vous vraiment Oui, décider? eh ben Parce que David, on attend François Bayrou, il nous a dit, le Premier ministre, ça sera avant, non, il a dit mi-juillet, pas avant mi-juillet, autour de la mi-juillet ou il avant a dit mi-juillet. mi-juillet, ses Mais principales bon, pistes. c'est un petit coup de pression qui n'était pas inutile parce que les échos qu'on a, David, je ne sais pas ce que vous entendez, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, dès qu'une piste est mise et proposée, c'est totalement impossible. Donc je ne sais pas, franchement, on ne voit pas où on va aboutir. 40 à 50 milliards d'économies, ce n'est pas rien. Et le Donc on est FMI a dans le raison, flou, c'est on un est vrai tous dans le effort. flou aujourd'hui. On est toujours dans le flou. On reste sur la répartition qui avait été annoncée en avril. Vous aviez 18 milliards sphère sociale, 14 milliards collectivités. Bon, les collectivités ont déjà hurlé que c'était totalement impossible, évidemment. Et puis le reste pour l'État. Et ça, c'est intéressant de ne pas faire comme chaque année où on met tout sur le dos de l'État. Et on voit bien que l'État et le régalien, c'est plus le sujet, David. On voit bien, je sais pas, comme, même très simplement, quand on va dans les ministères, voir les ministres, enfin, franchement, on a plutôt envie de dire, donner un coup de peinture que faire. Enfin, évidemment, le sujet, c'est pas la rénovation des bâtiments, mais on voit bien que le regain pur et l'État est vraiment essoré d'année en année. En revanche, ce qui est très compliqué en France, c'est de toucher à cette sphère sociale, donc cette très grande sphère sociale. Vous savez, 33, un tiers de notre PIB. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, la France a toujours la protection sociale d'un pays très riche, tout en ayant reculé dans le classement. On a gardé en fait notre niveau de protection sociale comme de l'époque où on était un des pays les plus riches d'Europe. Mais aujourd'hui, on a malheureusement descendu plusieurs marches. Vous savez, le PIB par habitant aux Pays-Bas est supérieur de 30% environ avec la France. C'est énorme. Et donc nous, grosso modo, on s'offre la même protection que les Néerlandais, tout en créant beaucoup moins de richesses. Bon, bah, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Ouais. Et il va falloir faire des choix. Donc, en fait, grosso modo, soit vous baissez la protection, soit vous devenez plus riche.
Et il n'y a pas 50 autres options pour sortir de l'équation. Donc ça, il faut travailler beaucoup plus ou accepter de faire des baisses drastiques dans la protection. Ouais. D'ailleurs, juste avant d'y revenir, le FMI qui écarte pour le coup, qui déconseille d'augmenter les impôts en France. C'est intéressant que ça vienne de l'extérieur, ça. Oui, ben le FMI dit, remarque, et bon, ils n'ont pas besoin d'être, ils sont excellents, FMI, hein, mais il n'y a pas besoin d'être un excellent économiste du FMI pour remarquer qu'en effet, le taux d'imposition en France est le plus élevé d'Europe, enfin, tout en haut de l'OCDE, et donc on atteint vraiment des limites, on atteint vraiment, on arrive vraiment à des limites qui sont, il y a très très peu de marge de manœuvre de ce côté-là. Et on voit bien d'ailleurs au début du quinquennat de François Hollande qu'il avait un peu réaugmenté les impôts, il y avait eu des départs de France. Donc c'est quand même des sujets c'est quand même des sujets très sensibles, hein, si les citoyens quittent le pays pour des questions fiscales, c'est quand même assez dramatique. Donc on voit bien en effet, la FMI rappelle qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Et là-dessus, il faut reconnaître au gouvernement, voilà, eux, ils veulent jouer sur une idée de lutter contre l'optimisation fiscale des plus aisés. Bon, et franchement, je partage leur objectif, hein. Il y a pas de raison si les plus aisés ne paient moins d'impôts. Ça, il faut pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec eux que les plus aisés doivent payer leurs impôts et correctement. Donc, tant qu'ils en restent là, ils ont tout à fait raison. Mais bon, ce David, on voit bien, hein. Je pense que vous comme moi, on suit ces histoires budgétaires depuis quelques temps. Et en général, quand c'est si difficile de trouver l'équilibre, ça se termine toujours par une petite taxe, évidemment, qu'on présente toujours comme étant Temporaire. ponctuelle pour l'année, exceptionnelle, et puis qu'on a 40 ans plus tard, on est toujours là. Donc, espérons que ça ne se termine pas comme ça une fois de plus, mais le FMI a raison de dire ça pour un peu éviter ce genre de conclusion. Le FMI qui met en avant quand même, ou qui suggère des pistes assez explosives, que ce soit en matière de retraite, d'assurance chômage, pour assainir nos comptes publics. Qu'est-ce que le FMI propose, sachant qu'on comprend bien que pour revenir à sous 3% en 2029, il y aura des décisions douloureuses à prendre. Oui, bon, bah, le FMI parle du dossier des retraites, et c'est vrai que mais le débat quand même avance en France. On voit bien que il y a 2, 3 ans, parler du fait qu'il fallait mettre aussi à contribution les retraités, vous avez des cris d'orfraie partout, c'était très minoritaire dans l'opinion. Et aujourd'hui, il y a un vrai débat sur la question, notamment sur l'abattement fiscal de 10% pour les retraités les plus aisés. Et c'est tout à fait possible qu'une majorité, c'est pas encore gagné, hein, se dessine dans ce sens. Vous avez aussi vous avez aussi un débat sur les questions de capitalisation qui montent en puissance. La capitalisation, c'est pas directement lié à nos sujets budgétaires, mais ça peut permettre à terme, ça peut donner un petit peu d'air à terme quand même au système des retraites. Puis ça peut permettre surtout aux futurs retraités d'avoir des meilleurs revenus une fois à la retraite. Mais David, on l'a bien vu, ces questions de réforme des retraites sont très impopulaires en France. C'est un des sujets politiques les plus difficiles. Emmanuel Macron a payé pour être au courant. Donc ça sera très compliqué, et évidemment, dans le contexte politique fragmenté actuel, de remettre l'ouvrage de se réattaquer au dossier d'ici quelques mois. Mais ils proposent La des pistes, réforme, pardon Anne, ils proposent des pistes concrètes quand ils disent il faut revoir l'assurance chômage, la retraite. Le FMI propose des solutions précises. non, oui, c'est toujours. Bah, on connaît bien les grands équilibres, hein. C'est toujours la même chose. C'est travailler pour les retraites. Dans les deux cas, c'est travailler plus. Donc, c'est pour les retraites. Donc, grosso modo, soit vous demandez aux actifs actuels de travailler plus, soit vous baissez les cotisations des retraités. Et ça, le FMI laisse les politiques français trancher. Et puis, par contre, les réformes de l'assurance chômage, ça, elles sont beaucoup plus populaires, elles sont beaucoup plus faciles à passer. Emmanuel Macron en a d'ailleurs passé déjà deux. Et en fait, c'est assez populaire parce que c'est triste réalité, mais les chômeurs restent quand même heureusement minoritaires en France. Et donc, vous avez toujours une bonne majorité pour dire, eh ben, écoutez, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire une bonne réforme de l'assurance chômage et remettre tous ces gens au travail. Mais la réalité, David, c'est qu'il y a déjà eu deux réformes. Il y a sans doute peut-être encore un petit peu de grain à moudre, certainement. Mais voilà, le dossier a quand même été, pour le Traité. coup, a été bien traité ces dernières années. Donc moi, je ne crois pas qu'il faut se ruer à nouveau sur l'assurance chômage pour faire des économies. L'explication, merci. Explication signée Anne de Guigné, éditorialiste Merci, au David. Figaro. Merci Anne. Bonne journée, bon À week-end. bientôt. Salut.